Bonjour tout le monde, je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Et je suis très ravi que vous puissiez vous joindre à nous pour une autre session de notre série de webinaires que nous organisons chaque semaine dans le cadre du reportage, du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Nous sommes plus de 1000 journalistes dans ce forum qui s'anime quotidiennement autour des sujets liés au journalisme et à la pandémie du Covid-19. Si vous participez à ce webinaire, inscrivez-vous à notre forum qui est un groupe privé sur Facebook. L'un des modérateurs du forum va mettre le lien dans la boîte de discussion qui est juste en bas de vos écrans. Et si vous nous suivez dans le groupe privé, vous pouvez poser vos questions aux panélistes dans les commentaires en bas de la vidéo qui est diffusée en direct. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les meilleurs outils pour s'informer sur la pandémie du Covid-19. Et nous avons d'excellents experts qui se joignent à nous. Je vous présente M. Malik Sall. Il est expert en système d'information. Il est gestionnaire de projets multimédia et marketing digital. Il capitalise plus de 12 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et en management des solutions informatiques. Il accompagne également les grandes entreprises, notamment dans les secteurs publics, du privé et les organisations non gouvernementales dans le déploiement dans leurs projets de technologie, de l'information et de la communication. C'est un panafricaniste, un homme qui rêve de hisser le Sénégal au sommet de la société de l'information et aussi quelqu'un qui promeut l'économie numérique au service exclusif du développement national à travers les usages innovants des TIC. Merci beaucoup, Monsieur Malik, d'avoir accepté notre invitation. Il n'est pas seul. Nous accueillons également Monsieur Malamintal, qui est, il est expert aussi dans les spécialistes des nouvelles technologies de l'information et de la communication et il gère également plusieurs plateformes de PANA, l'agence panafricaine d'information. Et notre troisième invité, nous avons le plaisir de vous présenter Madame Nastasia Beauséjour. Elle est journaliste à Berlin et depuis 2016, elle anime des ateliers sur le changement climatique et les fake news pour des étudiants internationaux, principalement en Iran, en Bulgarie et en Lettonie avec Erasmus+. En France, elle couvre pour l'agence photo Spread Pictures les événements culturels tels que la Berlinette, c'est ça, la Berlinette ou le Festival de Cannes. En 2019, elle a commencé une collaboration avec le Green Deauville Festival pour présenter les films et animer les discussions. Son reportage sur le service religieux en période de confinement de notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Merci aux participants qui nous rejoignent. Merci également à nos panélistes. Nous rappelons que ce webinaire va durer 1 heure du temps et les 40 premières minutes seront consacrées aux questions que je vais poser aux panélistes et les 20 dernières minutes consacrées à celles que les participants auront à soumettre à nos invités. Leurs préoccupations, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler des outils numériques, des outils technologiques pour s'informer. Nous savons que ces outils sont de plus en plus nombreux et les journalistes qui couvrent la pandémie du Covid-19 font parfois recours à un ensemble de ces outils leur permettant d'accéder à différentes sources d'informations. Mais connaître ces outils, savoir comment ils fonctionnent, savoir les utiliser peut faire toute la différence. À quel risque peut-on s'exposer si l'on ne sait pas les choisir? Quels sont les meilleurs outils pour s'informer? Nous allons découvrir les réponses avec nos trois panélistes. Nous commençons avec M. Malamin Tal. Les exemples de technologies qui aident les journalistes à mieux exercer leur profession durant le confinement sont nombreux. Mais M. Malamin, dites-nous, pensez-vous qu'il y a des applications plus performantes que les autres qui peuvent être utiles pour les journalistes en cette période de crise sanitaire? Monsieur Malamin.
Peut-être il m'a fait savoir avant le début de ce webinaire qu'il a un souci avec son micro. Le temps que M. Malamine puisse régler rapidement ce souci, je vais poser une autre question à M. Il est de retour. C'est bon. Monsieur Malamine, vous êtes avec nous? D'accord, nous allons continuer avec Monsieur Malik. Malik, dites-nous, quels sont les outils numériques qui ont été les plus utilisés par les journalistes en cette période de COVID-19? Merci, Monsieur Kossi. Merci, Madame Nastasia et Monsieur Tal Malamine pour d'avoir pris votre temps pour participer donc, à ce webinaire. Je suis très ravi d'être associé donc, à ce moment de réflexion et de partage qui entre dans le cadre d'outiller les journalistes à mieux donc, trouver et partager les informations en ces périodes de crise. J'espère bien que ces moments seront utiles et seront bien exploités par l'ensemble donc des internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et je tiens également à remercier le réseau donc, des journalistes qui m'ont associé à cette rencontre. Alors, avant de répondre directement à cette question, j'avais déjà publié un article le 17 avril 2020, au lendemain donc du semi-confinement entre guillemets ici au Sénégal, pour informer en fait tous les usagers du numérique, précisément les entreprises et le cœur donc, des activités qui portent l'économie, sur quels sont les outils les plus appropriés aujourd'hui pour faire donc, du télétravail. Il faut comprendre que cet état de fait ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2016, la digitalisation était vraiment à 360 degrés et la COVID est venue pour accélérer donc cet état de fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, le journalisme, comme toutes les activités socio-économiques, sont interpellées et doivent faire donc face à cette situation-là. Donc, pour être beaucoup plus réactif, pour être beaucoup plus agile, il est important, enfin, a priori, de maîtriser les outils de veille que je vais citer. Donc, savoir comment trouver l'information, surtout en ligne, par exemple Google Recherche, être présent sur les réseaux sociaux pour faire un bon réseau. En fait, il y a une plateforme hyper intéressante qui permet donc de centraliser l'ensemble des blogs à travers le monde qui s'appelle InnoReader, qui est une plateforme en anglais qui est très intéressante pour donc avoir des informations en temps réel. Feedly également, c'est une excellente plateforme également pour trouver des informations thématiques et en temps réel. Et enfin, il faut également savoir utiliser Google Alert à travers donc un mot-clé pour recevoir donc des informations sur certains donc, domaines, voilà, pour être beaucoup plus efficace. Okay? Mais également sur cette liste, il faut avoir des outils collaboratifs, des outils permettant donc de partager ces notes, de garder ces notes en temps réel, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, notre terminal est un outil qui est en phase donc avec toutes les activités qui peuvent être utilisées dans un réseau. Et quand on est dans un réseau intelligent, il est important également de s'informer, de partager des informations en temps réel. Et sur ce, il faut utiliser Pocket, qui est un excellent outil, Evernote également, qui permet donc de partager des informations en temps réel. Et derrière maintenant la recherche, c'est trouver également les meilleurs moteurs de recherche qui sont en phase avec la confidentialité et la dimension, comment on appelle encore, la dimension privée des données personnelles, comme DuckDuckGo, comme Facebook Focus, comme par exemple l'onglet de Firefox qui permet donc d'avoir une navigation privée. Et dernier maintenant outil de collecte d'informations, j'ai découvert récemment Zencastr, qui est une plateforme hyper intéressante. Donc, pour faire, je partagerai ces informations dans la partie chat. Zencastr, qui est un excellent outil qui permet donc de faire des interviews en ligne. Okay? Il y a la dimension audio. Il y a AudioGeno, qui est également une plateforme qui permet de faire du montage en temps réel. Si on n'a pas donc on n'a pas un ordinateur à sa disposition, juste avec un navigateur, on peut faire donc du montage direct en ligne. Et nous connaissons voilà, la plateforme que nous utilisons aujourd'hui, Zoom, qui permet donc de faire des interviews à distance, de faire donc de la vidéoconférence, des réunions à distance. Il y a le logiciel Teams de Microsoft, qui est un excellent outil également, qui permet d'enregistrer donc des réunions, de pouvoir donc faire de la vidéoconférence. Meet de Google, qui est à la fois un logiciel de communication unifié, et enfin WhatsApp, que nous connaissons tous, qui permet donc de faire des vidéoconférences à 3, mais également de faire des interviews
audio à distance. Donc, voilà d'une manière résumée la liste des outils que nous avons recensés et qui sont en phase avec l'éthique qui est cherchée en fait sur Internet et qui permet donc de collecter des informations en toute équité et également qui respecte la dimension donc de la comment on l'appelle encore, de la dimension également de la protection des données personnelles. Voilà donc, M. Kossi, la liste des outils qu'on peut vraiment utiliser pour faire vraiment bien son travail en tant que journaliste. Ces outils que vous citez, sont-ils gratuits ou bien sont-ils pour la plupart payants? Il faut comprendre que parmi ces outils-là, il y a des outils payants. Il y a des outils payants comme par exemple le Teams, c'est un outil payant qui fait partie donc du paquet de Office 360. Meet n'est pas payant, Meet est gratuit, mais à un certain niveau, Meet est payant, par exemple pour les écoles et les universités qui utilisent les outils donc, de Google Suite. Il y a Zoom également qui est gratuit pour un certain niveau, qui est gratuit comme à un certain niveau. WhatsApp, c'est gratuit et également Zencastr à un niveau premium et à un niveau également accessible pour tout utilisateur. Donc, quasiment les outils les plus utilisés. Donc, on peut en trouver un niveau accessible à un certain nombre, mais également, il y a une dimension premium qui est vraiment, qui serait donc une partie payante pour les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Monsieur l'expert Malamine Tal m'a envoyé un message. Il s'excuse pour sa machine qui déconne. Il a dû redémarrer plusieurs fois, mais le problème de micro persiste toujours. Madame Nastasia, vous avez écrit un excellent article, un très beau reportage durant le confinement et qui portait sur le service religieux. Et ça démontre que malgré la pandémie, malgré qu'il y a des cessations d'activité, malgré que les journalistes ne peuvent plus interagir comme le public, comme ils le faisaient avant la pandémie, les journalistes ont continué à travailler. Et la preuve, c'est votre reportage qui a été réalisé et qui a montré l'ampleur de la pandémie dans le monde des religions. Dites-nous, quelle application, quels sont les outils que vous avez utilisés pendant cette pandémie? Qu'est-ce que vous avez utilisé dans l'exercice de votre travail de façon pratique? Oui, merci beaucoup pour l'article. J'étais très contente qu'il soit diffusé aussi sur la plateforme. Moi, j'utilise les outils en fait qui sont toujours les mêmes. J'en utilise beaucoup, beaucoup d'outils, les mêmes que Malik vient de citer. J'en utilise d'autres aussi. Pour le moteur de recherche, hein, j'utilise Tor. Donc, c'est un moteur de recherche oignon, c'est-à-dire que en fait, on ne peut pas tracer l'activité comme sur Google Chrome, par exemple, où il y a les cookies qui voient exactement tout ce qu'on fait. Donc, j'utilise déjà ça comme moteur de recherche. Et ensuite, j'utilise une plateforme qui s'appelle IP Media. Et ça, en fait, c'est un site internet et c'est pour la liberté de la presse. Parce qu'on a vu que la liberté de la presse, en fait, elle a un impact, elle a un impact économique, sanitaire aussi. On a vu en Chine avec le cas du Covid, justement. Donc, ça, c'est un très bon outil à checker. Après, pour les journalistes, hein, je pense que c'est bien s'ils checkent aussi le MOOC-RAC. Donc, ça vient du terme MOOC Rate. Je ne sais pas vraiment si mon anglais est bon le terme, mais c'est MOOC Rating. Donc, c'est du journalisme d'investigation. Il faut rechecker le terme en ligne. Mais voilà, c'est MOOC-RAC, c'est M-U-C-K et RAC. Et donc, ça, c'est une plateforme où les journalistes, en fait, peuvent s'inscrire et donc s'échanger des informations, apprendre aussi beaucoup. Donc ça, après j'utilise aussi, qu'est-ce que j'utilise Twitter, on n'en a pas parlé, mais c'est une source d'information. Les réseaux sociaux, évidemment, il faut savoir s'en servir maintenant, mais il faut faire attention avec les fake news. Et ça, malheureusement, c'est quand même un grand fléau. Ça allait avant, hein, ça allait depuis à peu près 2016. Où vraiment ça a commencé à envahir Internet partout. Et donc, il faut quand même faire attention. C'est pour ça, comme l'a dit M. Malik, c'est très important de maîtriser Twitter, de maîtriser les réseaux sociaux. Et bien sûr, ça paraît basique, mais des fois, c'est bien de revenir un peu aux bases, de vérifier ses sources, en fait.
Je rappelle que ce webinaire est diffusé en direct dans le groupe privé qui rassemble plus de 1000 journalistes. Et à tous ces journalistes qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat si c'est sur Zoom. Mais si vous êtes sur Facebook, posez-les dans les commentaires. Nous commençons déjà par recevoir certaines questions, mais ces questions seront adressées ou soumises aux panélistes dans la deuxième phase de ce webinaire. Quels sont Madame Nastasie, nous sommes intéressés, nous voulons savoir comment est-ce que vous avez écrit sur cet article-là. Nous savons qu'en raison de la distanciation physique, vous ne vous êtes pas approché de curé, par exemple. Comment vous en êtes-vous prêt? Mais en fait, j'ai même pas vu le curé, tout simplement parce que au départ, quand je l'ai approché, je me suis dit tiens, j'ai une idée d'article, c'était pas une commande, et je me suis dit voilà, j'avais envie en fait d'aller voir un curé qui faisait une messe dans une église vide. Et en fait, je me suis dit, si j'y vais moi-même, je vais ressentir ce que ça fait en fait. Parce que comme lui le disait, c'est un mélange de courage, parce qu'il monte un peu comme il monte devant l'autel pour aller parler. Et en même temps, c'est un peu triste parce que quand il prêche, il est devant un parterre vide, quoi. Et je voulais vraiment aller là-bas et voir de moi-même et avoir les ressentis aussi, parce que le reportage, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on ressent quand on est sur place. Mais il n'a pas voulu parce que pour des raisons de sécurité que je comprends absolument. Donc on a dû faire l'interview, on a fait une interview au téléphone en fait, que j'ai enregistrée pour retranscrire vraiment mieux ses sentiments, quoi. Donc, voilà. Vous partagez avec les autres panélistes l'application que vous avez utilisée pour enregistrer, ou bien l'enregistrement s'est fait automatiquement, ou est-ce que vous avez fait recours à certaines applications? Non, pour ce reportage, non, c'était assez simple au final. C'était assez simple. Après, par contre, je pense qu'avec la pandémie, il y a le data journalisme qui se développe beaucoup parce que les journalistes doivent rester chez eux aussi. Et puis, c'est très intéressant. Et puis, on est quand même, on a de plus en plus de données, on a de plus en plus de données à analyser. Il faut faire attention aussi avec les fake news. On a vu, une image peut mentir, mais un graphique peut mentir aussi. Des nombres peuvent mentir. On peut juste les trafiquer comme on veut. Donc, je pense que le côté data journalisme est très important. C'est pas facile, c'est assez complexe et c'est vraiment un sujet qui mérite d'être approfondi et oui, et qui est important, je pense, pour les journalistes. Alors, Monsieur Malik, vous venez d'entendre la journaliste Nastasia qui donne son expérience ou son témoignage, la façon dont elle a écrit un article durant cette pandémie en faisant par exemple une interview au téléphone. Dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas souvent des risques lorsqu'on interviewe au téléphone? Quelles sont les applications peut-être que les journalistes peuvent installer dans leur téléphone portable pour être sûr que les appels ne sont pas écoutés ou qui ne sont pas mis sur écoute? Alors, il y a trois paramètres à prendre en compte ici. Il faudrait que donc le journaliste soit donc dans l'écosystème sociologique de la personne à interviewer pour donc le préparer, en fait, de la préparer à trouver vraiment un environnement propice. Parce que, voilà, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'éteins mon micro parce que je suis à 100 mètres d'une route nationale et souvent, il y a des gros porteurs qui passent. Maintenant, ce son-là peut donc créer donc un peu de virus sonore dans ce que vous êtes, par exemple, ce que le journaliste doit collecter. Et surtout quand il s'agit d'une interview en temps réel, en ligne, donc ça peut créer vraiment un souci technique ou bien, voilà, ça peut vraiment rendre le son désagréable. Et pour ce faire, il faut donc préparer donc la personne à interviewer à ce qu'il se trouve un environnement favorable, mais également sensibiliser sur en fait les aspects techniques. Les aspects techniques, c'est le deuxième aspect. Il faut savoir donc peut-être mettre le téléphone en mode avion, mais attends, si vous mettez le téléphone également en mode avion et que vous utilisez la donnée, ça ne passe pas. Peut-être si on est en Wi-Fi, ça marche. Okay? Donc, il faut préparer à cela pour que l'interview ne soit pas coupée. Okay, si on est en temps réel, mais également, par exemple, quand on utilise l'application WhatsApp, souvent il y a des notifications. Et si on ne désactive pas, par exemple, le son de la notification, ça peut donc créer des interférences donc, dans le son. Donc, ça, c'est des aspects vraiment à prendre en compte. Et ça émane donc de la culture digitale du journaliste qu'il va devoir développer.
Et l'autre élément également, c'est un outil que j'ai découvert cette année-ci au courant donc, du confinement, parce que j'ai eu à faire beaucoup d'émissions en ligne avec des journalistes ici au Sénégal. C'est Zencastre. Zencastre qui est une excellente plateforme, c'est comme par exemple deux journalistes qui sont face à face dans un studio et qui est très important, je dirais même très professionnel pour faire une interview à distance. À défaut, WhatsApp est là pour faire donc cette interview-là. OK, que la personne également pourra faire des séquences. Après, le journaliste doit avoir vraiment une maîtrise technique des logiciels de montage pour savoir bien monter le son, customiser le son au point de pouvoir évacuer donc, tous les éléments sonores qui ne sont pas conformes. Donc, si je me résume, il y a une préparation donc, de l'ordre environnemental, okay, il y a une préparation technique, mais après la collecte, il y a une préparation également, une maîtrise parfaite de l'outil pour pouvoir traiter le son. Mais de toute façon, il faudrait qu'au préalable, sensibiliser la personne pour avoir donc les meilleurs résultats donc, attendus. Si je peux rajouter juste quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, l'application Signal aussi permet, c'est comme WhatsApp et ça permet justement d'envoyer des messages ou de passer des appels sans avoir ce souci de est-ce qu'on peut être écouté, est-ce qu'on peut être traqué. Donc ça, généralement, c'est vraiment une application qui va parfaitement bien aux journalistes. J'étais sur le point de poser cette question relative à Signal parce que Jake Moore, qui est un spécialiste en cybersécurité, avait prévenu les utilisateurs qui choisissent de communiquer via Messenger ou par WhatsApp qu'ils doivent comprendre la menace réelle qui pèse sur leurs informations dans de telles applications. Et il avait préconisé, par exemple, Signal qui offre un chiffrement de bout en bout. Monsieur Malik, est-ce que toutes les applications quelles sont les applications qui n'offrent pas de chiffrement de bout en bout lorsqu'une application, lorsqu'il communique? Alors là, je vais conseiller en fait pour les journalistes à mon niveau deux applications très accessibles que nous utilisons déjà WhatsApp, quasiment je dirais. Par exemple, quand je prends l'exemple de l'Afrique, quasiment les jeunes utilisent WhatsApp, mais il y a également Telegram également, qui est une excellente application qui permet donc, qui assure la sécurité et la confidentialité donc des données, ce qu'on appelle par exemple comment on appelle encore, la sécurité bout en bout, en fait, le chiffrement bout en bout, qui permet donc de sécuriser le canal de communication. Donc, ces deux applications, à mon avis, sont très accessibles et permettent maintenant à un journaliste de faire une interview avec une cible avec toute cible également, qui respecte la qualité de la connexion. Parce qu'il faut comprendre une autre dimension des outils digitaux, c'est l'accessibilité et la connectivité. Par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, vous êtes à Dakar, vous voulez faire une interview avec quelqu'un qui est à 600 km au sud-est, à Tambacounda, alors il faut penser à la qualité de la connexion au préalable, quels sont les moments les plus favorables, quels sont les outils les plus accessibles, est-ce que la personne cible maîtrise ces outils-là, ou bien préparer également, avant l'interview, une session de briefing pour sensibiliser cette dernière-là, par exemple, à mieux maîtriser l'outil pour que l'interview se passe donc dans les règles de l'art. Alors, Monsieur Malik, comment un journaliste peut-il, par exemple, se baser sur cette plateforme que vous citez pour collecter de l'information? Alors, ça dépend de quelle information il veut collecter. Ça dépend de quelle information il veut collecter. Bon, il peut partir sous forme de formulaire, il peut partir sous forme de questions-réponses envoyées déjà, il peut partir également par un texte, un article modèle qui peut inspirer par exemple la personne, ou bien un son modèle également, un son de référence ou bien une vidéo de référence qui peut sensibiliser en fait la personne à interviewer. Et maintenant, voir avec la personne cible quels sont les moments les plus favorables, quels sont les outils les plus favorables et qui sont en phase également avec lui, le journaliste. Donc, il faut également qu'il y ait de plusieurs outils. Il faut chercher plusieurs outils à sa disposition et voir maintenant quel est l'outil le plus approprié. Maintenant, le reste, c'est une question donc journaliste. Je ne suis pas journaliste, ça c'est le journaliste maintenant qui va voir maintenant quelle est la pertinence de l'information qu'il cherche, quelle est la qualité de l'information qu'il cherche, quelle est la fiabilité de l'information qu'il cherche, quels sont maintenant les objectifs en fait informationnels cherchés derrière pour voir maintenant bâtir tout un armement.
Madame Nastasia, est-ce que vous utilisez souvent les Twitter, Facebook, WhatsApp, ces applications-là pour collecter aussi de l'information? Les avez-vous utilisées durant cette pandémie? Alors oui, c'est plus pour échanger. Soit c'est pour échanger avec des collègues, soit c'est pour échanger avec les personnes que je vais interviewer. C'est vrai que Signal, pour l'instant aussi, Signal, c'est utilisé entre journalistes, hein, mais pas vraiment avec les personnes qui n'ont pas besoin de cette culture digitale. Mais pour recueillir l'information, généralement, j'ai d'autres sources, mais j'utilise ces applications, plus pour des raisons de sécurité, en fait. Monsieur Malik. Oui. Madame Nathazia, vous avez terminé? Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Kossi, votre micro est éteint. Activez votre micro. Ah, d'accord. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Alors, je demandais justement à Madame Nathazia si elle avait terminé, puisque je l'entendais aussi plus. Oui, oui, je disais juste oui, que ces applications, du coup, c'était vraiment pour communiquer, en fait. D'accord. Ah. Oui, allez-y. Toujours, Kossi, toujours le micro. Autant pour moi. Dites-nous, Monsieur Malik, est-ce que en cette période de pandémie, vous avez donné des conseils, je ne sais pas, vous avez été sollicité, vous offrez des prestations de services aux organisations, à des secteurs publics, à des médias, mais est-ce que vous avez donné des conseils aux médias durant cette crise sanitaire? C'est ce que nous faisons au quotidien. On partage parce qu'en fait, nous on se focalise au quotidien sur notre cœur d'activité, c'est l'économie numérique. En fait, comment faire donc usage des technologies de l'information, de la communication pour apporter une valeur ajoutée dans les entreprises, en fait, que ce soit les entreprises publiques comme les entreprises privées. Et souvent, par exemple, en ces périodes-là, mon deuxième article, après avoir partagé sur les outils, mon deuxième article portait sur, en fait, est-ce que la communication aujourd'hui portée sur la COVID est la bonne communication? En tant également communicateur digital, je me suis dit, en fait, se focaliser sur juste décompter le nombre de cas communautaires, le nombre de cas contacts, le nombre donc de tests faits. Pour moi, c'est une information importante, mais également, il faudra y ajouter en fait une dimension de sensibilisation. Et cette sensibilisation, il faut voir en fonction donc des réalités socio-économiques de chaque zone pour pouvoir toucher la cible. Et ça, il devait y avoir un travail collaboratif entre le pouvoir public et les journalistes en tant que tels qui sont chargés donc de relayer l'information. Et pour ce faire aujourd'hui, il n'y a pas meilleur outil que les réseaux sociaux. Les jeunes, si je prends l'exemple du Sénégal, sur 12 millions de connectés, quasiment les 8, voire 9 millions sont en ligne et ils utilisent les réseaux sociaux. Alors, pour toucher ces cibles-là, il faut donc développer une stratégie de communication digitale pour pouvoir donc sensibiliser ces jeunes-là à travers les réseaux sociaux. Mais attention aux fake news, comme il a tantôt dit Mme Natassia. Alors, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de la communication multicanale, chacun veut se faire une attention, chacun veut avoir donc accumulé le maximum de vues, et donc ce qui fait que toutes les informations, voilà, toutes les publications sont les bienvenues. Mais attention, sur ces publications-là, beaucoup d'informations donc sont erronées. Mais derrière, il faut donc développer un centre d'information qui collecte les bonnes informations, qui les partage au point donc tous ceux qui vont partager vont pouvoir partager des informations fiables. À défaut, chacun va collecter son information et chacun sera donc une source. Et on ne pourra pas dire donc, on ne pourra pas situer les responsabilités en cas de catastrophe. Donc, nous, ce que nous faisons au quotidien, c'est de faire des publications, c'est de sensibiliser, de participer à des rencontres ça et là,
donc, pour aider donc, tous les acteurs à mieux s'approprier des technologies de l'information et de la communication, surtout en ces périodes donc, de pandémie où voilà, la peur donc, a fini par occuper l'espace. Donc, voilà. Donc, et s'il y a la peur, donc, souvent, cela pousse des gens à trouver des astuces, des techniques. Ça et là, ce sont des techniques qui ne sont pas du tout catholiques pour donc exister et vivre donc de la COVID. Et l'autre élément qui est très important pour moi, c'est les opportunistes. C'est ce qui se profite des situations de catastrophe pour se faire du business. Et souvent, ce sont ces derniers-là, en fait, qui véhiculent les fausses informations. Il faut les identifier. Il faut donc partager sur les expériences en temps réel. Moi, je pense en cette période de crise, nous tous, nous sommes dans un laboratoire où il faut chercher des solutions, les tester et les partager, les parfaire, parce que personne n'a encore la solution. Monsieur Malik, vous aviez dit tout à l'heure dans votre allocution qu'il n'y a pas meilleur outil que les réseaux sociaux. Et je voudrais savoir, est-ce à dire que les réseaux sociaux ont un avantage sur les médias? Alors, quand je parle ici des réseaux sociaux, je parle en fait des médias sociaux, des médias sociaux. Aujourd'hui, les médias sociaux, je vais laisser les experts en journalisme aborder cette question-là. Moi, je suis plutôt technique, mais maintenant, tout le monde sait qu'aujourd'hui, que les médias sociaux c'est la nouvelle donne de la communication. Toute entreprise de communication ou entreprise de presse doit s'approprier des médias sociaux pour mieux toucher sa cible. Il ne s'agit plus donc de faire dans des publications classiques, de rester à la télé, la radio ou bien la presse écrite, mais il faut donc y ajouter donc, les médias sociaux. Tantôt, Madame Natassia a parlé donc du data journalisme, et pour avoir donc des informations en temps réel, il faut être là où sont les gens pour pouvoir donc trouver les bonnes informations, les analyser, les traiter afin de pouvoir les partager. Et moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur hub que les médias sociaux aujourd'hui pour avoir donc une donnée de qualité, une donnée également, une masse critique de données qui peut également ouvrir, une fois analysée, qui peut donner donc sens à plusieurs perspectives. Alors, Madame Nastasia, nous avons une question d'un participant, peut-être une question à laquelle vous n'êtes pas certainement préparé. La question, c'est de savoir comment la plateforme TikTok peut être utilisée pour obtenir des informations sur COVID-19. Moi-même, je ne suis pas sur TikTok, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, moi, je ne suis pas sur TikTok non plus. Donc, ouais, ça va être dur pour moi là, de répondre à cette question. Après, ce que je peux dire, c'est qu'on a vu que TikTok, ça a eu une influence énorme. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du meeting de Trump qui a fait un gros flop. Tout ça, bien sûr, ça avait Sarah Cook. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que vraiment, on peut voir, et on revient à ce que dit Malik, c'est vrai que ça, les réseaux sociaux, ils ont de vraies conséquences en fait sur la vie réelle. Voilà, pour répondre à cette question, voilà, il faut demander à une journaliste qui est sur TikTok et qui est plus spécialiste TikTok, de Snapchat ou des réseaux vraiment comme ça. Super. Mais c'est vrai que pour revenir sur... Oui, continuez. Pour revenir sur les fake news, c'est un très gros problème et on l'a vu sur la crise sanitaire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas scientifiques et qui ont pu donner leur avis. Donc, c'est bien, ça fait partie de la liberté d'expression, tout ça. Mais au bout d'un moment, on a des millions de personnes qui donnent leur avis sur YouTube et il y a des gens qui suivent aussi. On a vu, je parle du cas en France parce que j'ai suivi des cas comme ça en France. Des citoyens qui ont créé une chaîne YouTube pour donner leur avis, mais de manière scientifique, et puis avec des faits scientifiques, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas du tout scientifiques. Et ça pose un problème quand même, parce que oui, ils ont le droit d'avoir leur avis et de s'exprimer, mais les frontières sont quand même complètement invisibles, hein, et c'est des problèmes. Ouais. Monsieur Malik, vous avez un mot à dire sur cette question du participant qui demande comment on peut utiliser la plateforme TikTok pour collecter des informations sur le COVID-19. Alors, j'ai fait récemment, je pense au courant lundi passé, oui, j'ai fait une publication
sur TikTok. Oui, c'est une excellente plateforme. Elle n'est pas en fait très professionnelle parce qu'en fait, quand on regarde de près, c'est les utilisateurs, ce sont des badauds, ce sont des gens très fun qui ont envie de voilà, de se faire plaisir, etc. Alors, en matière de communication, je dirais que c'est une excellente plateforme pour toucher une cible. C'est une excellente plateforme pour véhiculer, pour véhiculer un message. C'est une excellente plateforme également pour joindre l'utile à l'agréable. Alors, il faut y être en tant que journaliste pour écouter. Il faut y être pour écouter, comprendre quelles sont les mutations technologiques, quelles sont les mutations sociologiques pour pouvoir vraiment étayer son article. Okay? Parce que là, on sent par exemple un nouveau vocabulaire, on sent par exemple un nouveau usage, on sent une nouvelle mentalité qui est née de TikTok. Et le journaliste cultivé doit donc pouvoir développer tous ses sens pour pouvoir collecter le maximum d'informations. Là, en fait, en tant que professionnel, TikTok peut faire office d'une bonne plateforme d'information pour se cultiver et pour s'approprier en fait des mutations technologiques et des mutations sociales. Mais en tant qu'outil professionnel où on peut trouver une information, par exemple, crédible au plan professionnel, peut-être qu'il y a vraiment une analyse à faire, il y a une analyse profonde à faire pour pouvoir citer avec TikTok comme étant une source fiable d'information. Mais par contre, elle est une bonne source pour se faire un développement professionnel, pour se faire également un développement personnel. Merci beaucoup, monsieur Malik. Madame Nataziar, je reviens encore à vous. Dites-nous, lorsque vous faites durant cette pandémie, vous avez également contacté que ce soit des experts ou que ce soit des personnes qui sont concernées. Est-ce que pour les contacter, vous utilisez souvent quelle application? C'est toujours Gmail, WhatsApp, Gmail. Est-ce que c'est plus professionnel? Alors moi, j'ai une adresse professionnelle parce que je sais qu'à mon travail, si on reçoit des emails qui sont personnels, des fois, ils ne passent pas pour des raisons de sécurité. Donc, quand je contacte les gens, c'est toujours avec une adresse professionnelle et pas avec un Gmail. Donc, voilà, pour ça. Ensuite, évidemment, comme tous les journalistes, j'ai couvert aussi la crise du Covid, mais c'est vrai que je me suis plus intéressée à l'aspect social, comme avec mon article, justement, à genre comment une certaine communauté vit ce confinement aussi, et à l'aspect aussi expatrié, parce que moi-même, je suis expatriée. Et en France, on a eu un cas, j'en parle dans mon article, d'un jeune Indien qui était en école de commerce et qui s'est suicidé pendant le confinement parce que c'était dur pour lui, parce qu'on ne pouvait pas voir sa famille. Il ne pouvait pas voir sa famille. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a une question d'empathie, il y a une question de respect, d'interculturalité aussi. C'est-à-dire, on voit en fait à quel point le monde est connecté, hein, parce qu'il y a un virus qui se passe en Chine et du coup, on a tous été en quarantaine. Et je pense que c'est important aussi pour les journalistes d'avoir ces outils numériques dont on parle aujourd'hui, mais d'avoir aussi le côté soft skills, c'est-à-dire comprendre l'interculturalité, comprendre le mélange des cultures aussi, pour faire son travail correctement, pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas avoir de désagréments ou de misunderstood avec, j'ai le terme en anglais, pardon, avec d'autres personnes aussi. Donc ça, je pense que c'est très important. On vit dans un monde globalisé, mais on n'a pas la même culture et il faut le prendre en compte dans la vie numérique et dans la vie de tous les jours aussi. Monsieur Malik, dites-nous, alors selon vous, quels sont les bons réflexes à adopter lorsqu'on est sur Internet? Il faut être vigilant. Il faut être d'abord à l'écoute ensuite, mais également, il faut vérifier avant de partager, il faut réfléchir avant d'aimer, ok? Et également, il ne faut pas croire à tout ce que les gens disent, ok? Ça, ce sont vraiment des réflexes à développer et je pense que ce sont également le réflexe qui accompagne tout journaliste. Mais entre le journaliste et le consommateur, aujourd'hui, même un ami proche, par exemple, peut vous induire en erreur. Donc, il ne faut pas se dire que oui, celui qui a partagé, c'est un ami, je le connais, sur le plan éthique, il est responsable, mais également, il peut être enrôlé donc, dans peut-être une position partisane au point qu'il partage une information fausse.
Donc, il faut toujours, voilà, il faut être vraiment très réfléchi, très posé pour pouvoir, avant de partager une information ou bien avant de croire à une information. Alors, vous avez énuméré plusieurs apps, mais nous n'avons pas beaucoup écouté parler de LinkedIn, par exemple, de YouTube. Qu'en est-il de ces plateformes? Alors, LinkedIn, oui, c'est vrai que la liste, elle est longue. Hein. Je partagerai d'ailleurs le lien que j'avais fait au mois d'avril. La liste, elle est longue, ça dépend en fait de ce qu'on veut. Okay? Aujourd'hui, je peux citer un journaliste très réputé ici au Sénégal, M. Ousmane Gueye, qui aujourd'hui quasiment s'est fait un très bon réseau sur LinkedIn. Pourquoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, pour tenir des initiatives de ce genre, pour faire une interview, pour collecter des informations venant donc des acteurs, il faut d'abord trouver ces acteurs-là dans le centre d'intérêt. Aujourd'hui, LinkedIn est une des plateformes les plus réputées, les plus performantes, qui capitalise en fait une ressource humaine conséquente. Donc, à partir de cette plateforme-là, on peut identifier donc des acteurs, des gens qui sont conscients des enjeux, des gens qui sont sur le terrain, qui participent donc à la réalité donc quotidienne. Et donc, on peut décrocher ces derniers-là pour réaliser une interview, pour collecter donc de l'information. Donc, également, ça fait partie des plateformes auxquelles le journaliste donc doit utiliser pour identifier la bonne ressource humaine et afin de pouvoir préparer également son émission ou bien son papier. Et comment les médias aussi peuvent utiliser ces réseaux sociaux-là pour être plus compétitifs sur le marché? Ah oui, la compétitivité, c'est une autre dimension en fait qui entre dans la concurrence, dans la dimension économique, dans le management stratégique de l'entreprise. Toute entreprise aujourd'hui, a l'obligation, je dis bien à l'obligation d'utiliser, d'être présent sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit les employeurs, les employés, l'entreprise en tant que telle a besoin d'une visibilité pour exister. Il faut être donc sur ces médias sociaux-là pour pouvoir écouter sa cible. Il faut être sur les médias sociaux pour mieux toucher sa cible, l'informer à travers des informations, à travers une campagne donc de marketing ou de publicité d'une manière globale. Mais également, il faut être sur ces médias sociaux-là pour évaluer l'évolution des tendances. Parce qu'en fait, j'ai cité récemment le cas de Kodak. Le Kodak qui est devenu caduc parce que tout simplement, il n'a pas pu s'adapter en fait à la mutation technologique. Et toute entreprise maintenant de presse qui existe d'une manière classique et qui veut maintenant être en phase avec sa cible doit être sur les réseaux sociaux pour créer donc un cadre empathique, un cadre de confiance, mais une relation comment on l'appelle encore, une relation collaborative entre elle, l'entreprise, et sa cible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple du Sénégal, et on peut partout d'ailleurs, toutes les entreprises sont sur les médias sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sachant que donc, aujourd'hui, avec nos terminaux, on n'a pas tout le temps de suivre la télé en temps réel, d'écouter la radio en temps réel, mais avec le podcast, avec donc les plateformes comme YouTube, on peut revivre des émissions. Et ça, c'est avantageux pour toute entreprise. Donc, voilà quelques axes qui pourraient intéresser une entreprise donc, à utiliser les médias sociaux et les plateformes Web 3.0. Alors, Madame Nastasia, dans votre article, nous voyons que le pasteur célèbre la messe sur écran. Et je me pose la question de savoir si les groupes de discussion, Zoom par exemple, et puis ne sont pas une menace et ne vont pas peut-être menacer le contact humain. Ne sont pas une menace au contact humain plus tard. Ben, vous avez exactement la même réflexion justement que le pasteur que j'ai interrogé parce que lui il disait oui c'est bien Zoom comme on fait là, hein, on n'est pas chacun est chez soi donc on garde le contact, mais lui ce qu'il disait c'est qu'il a peur que les gens s'habituent à rester un peu dans leur zone de confort et à rester chez eux et à pas s'aventurer dehors, donc oui effectivement c'est une peur. Et la peur, généralement, ça mène à pas grand-chose. On a vu d'ailleurs, avec le Covid, il y a eu des gens qui se sont rués dans les magasins pour faire le plein de papier toilette ou de n'importe quoi. Et c'est irrationnel, même si c'est compréhensible, hein, parce que ça fait peur, c'est une épidémie mondiale, tout ça. Mais en vrai, c'est vrai que quand c'est la peur qui conduit les comportements, généralement, c'est assez négatif, c'est pas quelque chose
de constructif, en tous les cas. Donc oui, il avait peur de ça. Les messes ont pu reprendre et a priori, les gens vont toujours à la messe. En plus, dans ce cadre-là, donc j'ai fait l'article juste après Pâques parce que je voulais avoir aussi le ressenti du pasteur sur ça. Et c'était assez touchant parce qu'il était triste. Pour le pasteur, en fait, et sa communauté, Pâques, c'est vraiment une fête qui est très importante, où il y a toutes les familles qui viennent et tout. Et là, en fait, il était tout seul avec un caméraman qui le filmait. Et donc, la manière dont il racontait ça, c'était vraiment émouvant et c'était vraiment important pour lui de célébrer quand même Pâques, même si c'était à travers Zoom. Et ce qu'il disait, c'était qu'il y avait certaines catégories de personnes qui étaient plus impactées que d'autres. Les étudiants étrangers notamment, parce que s'ils viennent aussi à l'église pour trouver de nouveaux amis, pour trouver une communauté et se forger un groupe de soutien aussi parfois. Donc là, ils se sont retrouvés tout seuls et vraiment isolés. Les personnes âgées aussi se sont retrouvées isolées chez elles. Et donc, on a quand même des catégories de personnes en fait, qui veulent avoir ce contact humain et après le confinement, qui sont revenus du coup à l'église. Merci beaucoup, madame. Monsieur Malik, vous êtes un grand expert des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avant de revenir à la question que je vais vous poser, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce webinaire et que s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations ou des zones d'ombre qu'ils aimeraient que les panélistes éclairent pour eux, ils peuvent poster leurs questions dans la boîte de chat qui est en bas de leur écran sur Zoom ou ils peuvent poser également leurs questions s'ils nous suivent sur Facebook dans les commentaires en bas de la vidéo qui est en live. Monsieur Malik, vous êtes un grand consommateur aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes un expert. Mais dites-nous, durant cette pandémie, avez-vous remarqué quel bilan faites-vous des informations que vous aviez vues sur ces différentes plateformes concernant la COVID-19? Était-il pour la plupart des fake news ou c'est ça, c'est votre regard en fait sur ce que vous avez constaté en tant qu'expert sur les plateformes? Alors, honnêtement, en fait, je suis plutôt sur les outils et les usages. Je ne suis pas en fait observateur je ne suis pas un fact-checker, donc je ne vérifie pas en fait ces informations-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, en observant le paysage médiatique, je sens en fait il y a une amélioration nette de la qualité des informations. Je sens que les journalistes aujourd'hui, avec la COVID, ils se sont battus à avoir un contenu vraiment de haute qualité. Je vois des émissions thématiques avec des invités de haut niveau, des invités de marque. Je vois également des papiers vraiment hyper intéressants qui touchent vraiment des axes techniques et stratégiques donc, de l'économie. Donc, je pense que la COVID a poussé aux gens d'être beaucoup plus, en fait, beaucoup plus conséquents sur la qualité donc, du contenu. Ça, je l'ai remarqué. Mais également, beaucoup d'entreprises ont migré vers l'utilisation du numérique. C'est ce qui était réticent. Se sont donc engagés à utiliser le numérique. Aujourd'hui, le télétravail, tout le monde se cherche, par exemple, après une semaine au courant donc, du confinement, je ne faisais que de la consultance sur quel outil utiliser, comment déployer l'outil, comment utiliser l'outil, quelles sont les règles de confidentialité à mettre en place en entreprise. Moi, en tant qu'entrepreneur de l'autre côté, je me suis dit, attends, la COVID, vraiment, c'est une crise qui nous a arrangés. Parce que c'est une crise qui a ouvert les yeux, qui a permis aux gens de savoir aujourd'hui que l'entreprise et l'entreprise 2.0, c'est une entreprise vraiment nomade, c'est une entreprise où les utilisateurs sont un peu partout à travers le monde, qui ont juste besoin des fois d'une connexion Internet et d'un ordinateur ou bien d'un terminal, smartphone, tablette ou autre, pour pouvoir travailler. Donc, il n'y a plus de contraintes donc, de présence physique. On peut rester un peu partout, mais quand même, c'est un début pour certains. Il faut de l'accompagnement, il faut également un temps pour s'adapter, ce qui veut dire que c'est tout un ensemble, comme je disais tantôt, nous tous on est en laboratoire, il faut tester, il faut donc il faut chercher, tester et pratiquer, partager les expériences.
Okay? Mais sachez que la crise, d'un côté, sur le plan médical, sanitaire, ça a été vraiment une catastrophe, mais également sur le plan donc mutation technologique et mutation sociale, ça a amené vraiment des avancées notoires. Constater un boom des technologies, des applications, mais il faut aussi avouer qu'en Afrique, il y a un gros défi qui est celui de la connexion Internet. Tout le monde n'a pas accès à la connexion Internet et les élèves non plus n'ont pas eu vraiment d'accès à cette connexion parce que c'est un véritable défi, un problème. Dites-nous, est-ce que pour des gens qui font des recherches, par exemple, sur Internet, sur Google, et qui veulent les conserver pour pouvoir les lire après en offline, est-ce qu'il y a des raccourcis, des applications ou des conseils à donner à ces personnes? Parce que la connexion en Afrique, non seulement elle est chère, mais elle est aussi rare. Mais pour des gens qui veulent, par exemple, conserver des contenus et les lire après, c'est autant valable pour les journalistes. La question est adressée à qui? À vous, M. Malik. Ah, d'accord. Donc, voilà, en fait, il y a énormément d'applications dans ce sens. D'ailleurs, raison pour laquelle j'ai proposé la Evernote, qui est vraiment une plateforme collaborative qui permet en fait à un utilisateur, juste avec un compte ouvert, de pouvoir donc syndiquer de la donnée, des informations, des sites, des pages, des fichiers, de les enregistrer en offline comme en online et de pouvoir donc les consulter en temps réel. Même si on perd son terminal, on pourra également réutiliser ces données-là en se connectant sur son compte. Donc, c'est un excellent outil. InnoReader également, c'est une plateforme également qui permet de centraliser donc des informations. On n'a pas besoin donc d'aller sur tous les sites tous les matins ou bien tous les soirs. Donc, il suffit juste simplement d'avoir un compte InnoReader ou Feedly pour donc pouvoir suivre en temps réel toutes les informations, les pages, les centres d'intérêt qui vous intéressent en tant que journaliste ou en tant qu'utilisateur. Vous avez tantôt abordé également une question criard, c'est l'accessibilité et la connectivité. Ça, vraiment, ce sont les véritables combats pour nous, Africains, parce qu'au-delà, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, nous avons en fait un défi à relever, c'est un défi de contenu. Pour être beaucoup plus présent sur Internet, il nous faut un contenu et un contenu à forte valeur ajoutée. Mais on ne peut pas créer ce contenu-là si on n'a pas accès à la connexion de qualité. Et vous savez, voilà que la connexion, vraiment, c'est le point faible, en fait, ou bien le nerf, c'est un point faible ici en Afrique. Mais également, l'accessibilité, c'est le savoir. C'est le savoir. Avoir les compétences, tantôt dit par Mme Natassia, les soft skills et les hard skills, et la culture digitale qui accompagne le journaliste ou bien l'utilisateur lambda à pouvoir collecter des informations, surfer sur Internet et partager un contenu de qualité. Ces compétences-là sont très rares. Donc, il va falloir également que ce soit les journalistes, que les utilisateurs, les universitaires et les États s'accordent également à conduire cette politique-là, histoire donc de nous sortir dans ce fossé ou bien ce gap qui en fait bloque l'énergie qui pourrait propulser le développement économique de l'Afrique. Alors, Madame Natassia, je parie, c'est une certitude. J'étais en Allemagne en septembre 2019. Il n'y a pas en Allemagne de problème de connexion ou de problème d'accessibilité à Internet. Mais dis-moi, quels sont les défis que les journalistes rencontrent là sur Internet, à part cette question d'accessibilité? Je sais que vous n'avez pas de ce genre de problème, vous. Oui, alors oui, effectivement, on n'a pas ce problème, mais en fait, je dirais qu'on a le problème inverse, hein. C'est-à-dire que parfois, comme on a tout d'ouvert, et on l'a dit, hein, il y a des vingtaines, je ne sais pas combien de plateformes, et en fait, on ne peut pas être sur toutes les plateformes, on ne peut pas être tout le temps connecté, tout ça. Et moi, ce qui m'est arrivé en tant que journaliste ou freelance journaliste, et je pense qu'à d'autres journalistes aussi, ça est arrivé, parce que c'est un sujet qui est vraiment important, c'est juste d'avoir un trop-plein d'informations, d'avoir des informations négatives, parce que cette année, quand même, on n'a pas été gâtés avec les bonnes nouvelles. Et c'est juste d'avoir plein de fake news ou alors des actualités qui sont réelles sur le racisme, sur le changement climatique, tout ça, et de développer des angoisses. Et j'ai fait un workshop avec des journalistes sur ça, sur comment gérer les mauvaises nouvelles, parce que
parce qu'en fait, on est face à face avec des mauvaises nouvelles tous les jours. Et donc, il y a ce problème aussi de ultra-connectivité qui est dangereux, en fait, parce que c'est pas sain. Moi, ce que je recommande, c'est que quand on travaille, on est obligé d'être connecté. Il faut quand même choisir, parce qu'on ne peut pas être sur toutes les plateformes. On parlait de TikTok. Moi, je ne m'en sers pas comme source parce que ça me prend trop de temps et je trouve que ce n'est pas idéal comme source d'information. J'ai décidé de ne pas y être, mais je suis sur les autres qui, pour moi, m'aident plus. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un jour dans la semaine où on n'est pas sur les réseaux sociaux, où on va devoir. Et c'est vrai que la pandémie, c'était compliqué parce que normalement, on part interviewer les gens et on a quand même cette bulle d'air, cette bulle où on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon. Et là, je pense que c'est dur pour les journalistes d'être tout le temps assis à un bureau avec ce trop plein d'informations. Et il faut faire attention à ça. Et justement, pour ne pas partager du contenu qui est pas vrai, où la source n'est pas fiable. J'ai eu cet exemple à mon travail, un collègue qui m'a envoyé sur Facebook quelque chose contre le coronavirus, comme quoi il fallait boire chaud pour tuer le virus. Et en fait, après, on s'est rendu compte que c'était une fake news. Donc voilà, et ça, c'est des journalistes qui ont partagé ça parce qu'ils pensaient bien faire. Mais voilà, on a les fake news, c'est un sujet qui est très important. On a les deep fake aussi maintenant. Donc, c'est les fake news sous forme de vidéo, sous forme de montage vidéo. Et il y en a aussi de plus en plus. Mais je suis d'accord avec Monsieur Malik sur le principe que je trouve que maintenant l'information est de très bonne qualité. Si on regarde les médias traditionnels, je pense qu'on a une très très bonne information, que les journalistes s'appliquent pour des raisons économiques aussi, parce que la crise a touché gravement la presse. Mais on a quand même du contenu de très bonne qualité. Il faut juste éduquer les jeunes, il faut juste éduquer les gens pour partager du bon contenu, des faits qui sont avérés et pas des fake news. Merci beaucoup, Madame Natasia. Je viens de mettre dans la boîte de discussion le lien pour rejoindre le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. J'invite tous les participants à nous rejoindre dans ce forum pour continuer à partager des informations, à partager des connaissances et ensuite pour collaborer ensemble durant cette crise sanitaire. Il y a une question qui vient d'arriver. Monsieur Kossi a parlé de télétravail. Tantôt, le journaliste ne serait-il pas tenté de ne pas plus faire ce travail d'enquête? Alors, c'est une question, Monsieur Malik. La question, c'est de savoir si les journalistes sont appelés à utiliser ou à avoir recours au télétravail. Est-ce qu'ils ne seraient-ils pas tentés de ne plus faire ce travail d'enquête poussé par le recrutement des infos? C'est une question. Madame Natasia, vous pouvez y répondre aussi? Oui, je peux y répondre. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai eu beaucoup de voyages qui ont été annulés avec la crise du Covid. Et je pense que quand on fait ce métier, ce qui nous pousse aussi à faire ça, c'est le désir de voyager, le désir de parler à d'autres gens, de connaître d'autres personnes. Et je pense pas sur le long terme qu'un journaliste puisse être heureux assis sur une chaise toute la journée. Je pense pas. En tout cas, moi non. Et c'est pas dans l'ADN du journaliste. Nous rappelons aux participants que nous sommes prêts, nous tendons vers la fin de ce webinaire et nous vous prions de rejoindre notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. Et aussi, un des modérateurs du forum a posté le lien du sondage. C'est un sondage sur ce webinaire pour nous dire si ce webinaire vous a été utile, si ce webinaire vous a apporté une valeur ajoutée, si ce webinaire, qu'est-ce que vous souhaiterez pour les prochaines offres. Est-ce que vous souhaiterez, est-ce que vous avez des recommandations plutôt à nous faire et quelles sont vos propositions? Comment nous aider à améliorer nos prochaines offres, nos prochaines thématiques? C'est pourquoi nous avons mis en barre dans la boîte de discussion le lien pour le sondage. Nous vous prions également de répondre ou de participer afin de nous permettre
de proposer des thématiques qui vous satisfassent. Monsieur Malik, est-ce que vous avez une dernière chose, quelque chose à ajouter, ou des recommandations? Je sais tout, je sais pas. Merci. Le premier mot serait donc de vous remercier et de vous féliciter ainsi que de vous encourager à continuer les échanges-là, parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où nous avons une prolifération d'outils, qui peut-être qui sont favorables à la communication, mais malheureusement, l'usage éthique fait défaut. Donc, il faudra accompagner donc de l'usage une forte dimension d'éthique et de responsabilité afin de participer donc à une conscience universelle. Et cette conscience universelle-là, c'est de savoir que tout ce que nous partageons participe à notre réputation, que ce soit notre réputation personnelle, que dans la réputation également de l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Et chacun de nous voudrait avoir donc dans la vie de tous les jours une réputation positive. Donc, être conséquent sur ce que nous faisons, être responsable sur ce que nous faisons également, ce serait vraiment un pas vers un monde de paix et un monde également de développement. Parce que toutes les questions qui sont soulevées aujourd'hui, que ce soit l'écologie, le développement durable, que ce soit l'économie, que ce soit aujourd'hui l'accessibilité, ce sont des questions qui concernent le développement économique donc, de tous les pays. Et donc, le développement commence par soi-même, que ce soit son développement personnel, que son développement professionnel. Donc, pensez à ce que nous partageons et également développer cette ligne éthique-là pour pouvoir donc avoir un monde beaucoup plus constructif. L'autre élément sur lequel je vais partager, c'est en fait, c'est nous Africains. Je suis pas en fait un nationaliste ni en fait un panafricain. Je suis universaliste parce que c'est ça ma pensée, c'est ça ma logique. C'est que également soyons beaucoup plus conséquents sur ce que nous faisons parce que nous avons également un rôle à jouer, surtout en tant que journaliste, c'est de faire de telle sorte que l'image de l'Afrique qui est sur la toile soit une image positive, pas une image d'une Afrique quémandeur, qui est une Afrique sous-développée, une Afrique où il y a des singes et des lions dans la brousse. Nous avons des intellectuels, nous avons donc, oui, comme tout pays, il y a des choses positives comme des choses négatives, mais également, il faut porter donc la communication sur les aspects qui intéressent aujourd'hui donc l'échiquier mondial. Voilà donc les mots sur lesquels je voulais donc finir ma communication et remercier Mme Natassia pour sa pertinente participation. Monsieur Kossi également, je vous remercie et vous félicite, vous encourage et transmettez également mes salutations à tous vos collaborateurs. Chers participants, chers internautes, vraiment, je suis ravi de partager cette session avec vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Nastasia, vous aurez certainement quelque chose aussi à dire avant la fin de ce webinaire. Oui, moi j'ai 3 conseils que je peux donner aux journalistes qui sont présents sur la plateforme. C'est de travailler en communauté, de chercher des associations de journalisme, de faire des workshops, de participer à des trainings. Reporters sans frontières, par exemple, fait des workshops justement sur la digital sécurité sur Internet. Et donc, vraiment de créer en fait une communauté, d'avoir plus d'opportunités aussi pour travailler avec d'autres journalistes. Donc ça, c'était... Merci beaucoup. D'accord. Oui, continuez. 2 autres conseils. Un autre conseil, c'est l'aspect financier parce que c'est important. Donc, surtout en période de Covid, pour les journalistes freelance, il y a des bourses qui sont accessibles et je pense que c'est important que les journalistes soient au courant. Et donc là aussi, vous pouvez juste gagner votre vie et travailler donc avec ces bourses, ça c'est important. Et la troisième chose, c'était l'éducation des médias. On en a parlé, c'est très important. Et voilà, donc c'est bien aussi d'avoir l'opportunité de faire des workshops, en fait, et de proposer aussi même des workshops sur l'éducation aux médias, sur comment proposer du contenu de bonne qualité aussi. Voilà. Et merci beaucoup aussi pour m'avoir donné l'opportunité de parler. Et puis pour avoir mis en valeur mon article aussi. Voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup, Madame Nastasia. Et si vous avez des opportunités dont vous avez connaissance, n'hésitez pas également à les partager avec les membres du forum. Alors, oui. Monsieur Malik, si vous avez un document beaucoup plus détaillé sur cette thématique, vous pouvez également me le soumettre pour le partager pour une plus grande diffusion avec les journalistes qui sont membres de notre forum. Je vous remercie sincèrement pour avoir accepté notre invitation
et pour nous avoir donné de votre temps et participer à ce webinaire durant lequel vous avez partagé des connaissances et des savoirs avec plus de 1000 journalistes. C'est fantastique, c'est énorme. Je vous dis merci. Et merci également à tous ces journalistes-là, à tous ces participants, les experts de la santé, tout ce monde qui nous a suivis. Merci et excellente fin de journée ou bon après-midi à vous et à la prochaine. Au revoir.